Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Une émission toujours sous le signe de l'air, vous le savez, hein, notre réflexe de respiration. On l'a tous les jours, on l'oublie dans nos pratiques, mais par contre, il ne faut pas oublier de respirer, puisqu'évidemment, sans respiration, on ne va pas bien loin et ni très longtemps. Alors, comme d'habitude, une petite actualité pour démarrer ou un petit coup, un petit point à mettre en exergue. Je remarque depuis pas mal de temps, ça c'est une petite pratique à l'intention de tout le monde dans le respect de tout un chacun. Les fumeurs sont là, hein, on le sait. On leur en veut pas de fumer, hein. Chacun est quand même libre dans notre pays et ça c'est important. Par contre, on remarque souvent lorsque l'on est au pied d'un bâtiment, hein, il y a déjà aussi d'autres référentiels qui en parlent, notamment différents référentiels sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Il est nécessaire, quand on est au pied d'un bâtiment, de ne pas être près des ouvertures. Notamment si on est près de la porte, imaginons un hall d'une entreprise qui accueille plusieurs personnes en permanence. Si on fume juste sur le seuil de la porte, il faut savoir que la fumée de cigarette rentre comme elle peut fumer chez nous quand on est sur notre balcon et que notre cigarette, ça rentre. Hein. Donc le bon sens, un petit peu de pédagogie fait que on se recule de 8 mètres par rapport à la porte. C'est toujours mieux. Et un autre point à savoir, quand on est dans une ville avec des bâtiments un petit peu élevés, il y a la capacité à cette fumée de cigarette, quand il n'y a pas de vent, de remonter et de quand même pouvoir rentrer dans les logements ou les bâtiments jusqu'au 5e étage. On ne se rend pas bien compte, ça va vraiment assez loin, mais voilà, juste ce petit respect envers tout le monde, d'y faire attention. Chacun a le droit de fumer, mais par contre... pas faire fumer ceux qui ne veulent pas, tout simplement. Merci encore de ce point. Alors aujourd'hui, on va parler également de cette qualité de l'air. On ne va pas parler de la fumée de cigarette, mais on va parler de comment on mesure, pourquoi on mesure et que va-t-on chercher dans la mesure en bonne adéquation avec le fonctionnement du bâtiment. Hein, notamment, de plus en plus, on voit sur les constructions, on parle de la ventilation, on parle, je dirais aussi des matériaux, des matériels, du chauffage. Comment mettre tous ces éléments en adéquation dans notre bâtiment pour évidemment mieux respirer et puis faire que le bâtiment s'occupe bien de nous. Hein. Quand on achète une maison ou un appartement, on a envie qu'il s'occupe bien de nous et qu'on n'y pense pas. Alors pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Yann Poisson. Bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Vous êtes donc de la société NanoSense, ingénieur R&D. C'est bien ça. C'est bien ça. Et justement, dites-nous un petit peu, qui est NanoSense et également qui est Yann Poisson ? Alors, NanoSense, c'est une petite structure qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est assez spécialisée dans la qualité de l'air intérieur et qui développe ses propres produits depuis le début. Et notre credo, c'est de donc fabriquer les appareils qui vont permettre de mesurer la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, et éventuellement d'aller agir directement sur cette ventilation ou via l'intelligence du bâtiment. Alors justement, dans cette mesure, sur cette qualité de l'air, votre appareil va rechercher quel polluant ? Parce qu'on entend parler beaucoup en ce moment de se dire on va les capter et connaître les taux de CO2 pour faire de la ventilation. Et on parle beaucoup des ERP, hein, des bâtiments où on reçoit du public et notamment nos salles de classe. Hein, ça fait l'objet d'un très gros sujet en ce moment, hein, puisque, on le rappelle, un chiffre qui paraît... étonnant, ou épatant plutôt, étonnant, c'est 15% des écoles sont équipées de ventilation. Oui, c'est assez effarant pour tout le secteur scolaire. Mais ce qui est important à mesurer dans la qualité de l'air intérieur des bâtiments, donc il va y avoir trois principales familles de polluants à surveiller. Donc il va y avoir le CO2 effectivement, qui va représenter l'occupation des espaces. Donc le CO2, c'est la respiration, donc c'est le nombre de personnes dans une pièce. C'est pour ça qu'il y a eu des liens avec les risques de transmission virale dans notamment les
les ERP. Il y a aussi les solvants, donc c'est pour ça qu'on fait attention aux matériaux qu'on met dans les bâtiments et qu'il faut faire attention aussi avec les produits ménagers qu'on va mettre dans les bâtiments, puisque tous ces solvants sont des composés organiques volatiles qui vont être capables d'être mesurés par nos produits. Et les derniers éléments en termes de qualité de l'air qui sont vraiment importants à regarder, ça va être les particules fines, qui vont être principalement des résidus de combustion, donc qui vont être la pollution qu'on peut appeler extérieure ou la pollution urbaine ou de campagne qui va pénétrer dans le bâtiment. Alors ces particules, elles peuvent être de plusieurs ordres. On va avoir les combustions résidues, la combustion des véhicules, de l'industrie aussi, voilà. Mais on va avoir aussi des particules peut-être plus grosses, enfin pas peut-être, sûrement plus grosses, que sont les pollens. Et là, les pollens, il va y avoir les poussières de chantier, il peut y avoir, mine de rien, on ne se rend pas compte aussi le chauffage urbain, même s'il est au gaz, génère quand même des particules, puisque même si le gaz, on a l'impression qu'il est déjà dans un état gazeux, voilà, il va quand même générer des particules quand il va être brûlé. D'accord. Donc sur ces différents polluants, alors le CO2, on ne dit pas que c'est un polluant à proprement parler, puisque c'est un indicateur de confinement de l'activité humaine dans un lieu clos. Et donc on sait très bien que quand le CO2 augmente, et écoutez bien mesdames et messieurs, quand le taux de CO2 augmente, ça veut dire que les autres polluants sont présents en plus grande quantité, en plus grande concentration. Ce CO2, quels sont, on entend toujours parler des ppm, des parties par million. Quel est le seuil, qu'entend-on par seuil, je dirais, de confort au niveau du CO2 dans une pièce? Alors, voilà, on peut appeler le CO2 un polluant puisqu'il va avoir un effet sur notre corps. Il va globalement ralentir le cerveau. On va se sentir un petit peu plus fatigué, etc. Et plus le taux va être élevé, plus cet impact va être potentiellement grand. Le règlement sanitaire départemental, par exemple, qui devrait être appliqué dans les écoles, conseille d'être aux alentours de 1000-1200 ppm de CO2. Nous, par usage et par mesure dans les bâtiments, on préconise globalement d'être en dessous des 2000 ppm pour avoir un impact acceptable. Mais par contre, dans le cas du Covid, par exemple, le Haut Conseil de santé a préconisé de descendre vraiment en dessous des 800 ppm de CO2. Donc c'est à peine 2 fois la quantité de CO2 à l'extérieur. Donc c'est quand même assez bas. D'un point de vue santé, on peut aller assez haut. D'un point de vue productivité, efficacité, il faut rester dans une norme à peu près acceptable aux alentours des 1000-2000 ppm. Et si on veut vraiment aller réduire les risques de transmission virale, il faut aller chercher encore un petit peu plus loin. Et ce CO2-là va vraiment être un indicateur de l'efficacité du renouvellement d'air dans un bâtiment. D'accord. Au même titre qu'on avait avant sur nos bâtiments, la température auquel il faut faire attention, et également le taux d'humidité, puisqu'on en a besoin et on doit être entre 30 et 60%, bien entendu. Alors justement, ces polluants, quels sont les polluants que l'on va rechercher, et après comment faire l'adéquation de ce traitement, parce qu'on se doute bien, si on voit une concentration de polluants, on va être, je dirais, en nécessité de brasser de l'air ou de faire circuler de l'air dans le logement plus, comme si on devait ouvrir les fenêtres en grand beaucoup plus souvent, que la préconisation de l'ADEME, on le rappelle, c'est toujours une bonne préconisation, 10 minutes le matin, 10 à 15 minutes le matin, 10 à 15 minutes le soir, pour aérer son logement, et ça ne suffit pas. La VMC, elle est là pour ça, et là, on va aller plus, je dirais, dans la précision avec vos types d'appareils. Alors, justement, nos appareils vont pouvoir agir sur différents moyens de remédiation, mais tous nos produits vont calculer la commande de ventilation qu'on aurait appliquée à la pièce si c'était nous qui étions en charge de la ventilation. Ça va permettre de faire un équilibre entre les différents polluants pour être capable de protéger la santé et l'efficacité dans les bâtiments. C'est pour ça que dans nos nouvelles gammes de produits, on a élargi un petit peu ces mesures-là aux paramètres d'environnement intérieur pour avoir une vraie image du bâtiment et adapter tous ces paramètres-là à une ventilation optimale et à une protection des occupants. Alors ces paramètres d'environnement intérieur, c'est intéressant de l'entendre, on ne parle plus que de l'air intérieur, mais d'une globalité, je dirais, de notre lieu de vie, quel qu'il soit. Donc, que va-t-on chercher comme type de polluant, ou qu'est-ce que vous détectez, ou qu'est-ce qui est intéressant plutôt aussi de détecter, parce qu'il y a vous, mais il y en a aussi d'autres qui ont cette typologie de matériel. On va chercher quoi? On va chercher les particules, on va chercher Justement, je vais refaire un petit peu
pas l'historique, mais le pourquoi du comment on en est arrivé là au sein de la structure pour développer les produits qu'on a actuellement. Comme on a fait partie des précurseurs de la mesure en France, ça nous a permis de regarder un petit peu ce qui se passait. Et dès le début, on mesurait le CO2, la température, l'humidité, donc ces variables d'intérieur qui permettent de déjà se rendre compte de l'occupation humaine et de la nécessité de ventilation. On a tout de suite intégré les solvants, puisque pour nous, c'était extrêmement complémentaire. Et ça permet aussi de se rendre compte de la ventilation nécessaire quand les humains ne sont pas là. Quand les humains s'en vont, tous les matériaux vont résorber des solvants, il peut y avoir le ménage, etc. Et l'intérêt, c'est de pouvoir revenir dans un espace sain. Donc demain, et potentiellement, il peut y avoir aussi d'autres sources de solvants pendant que les humains sont là. Mais l'idée, c'est de pouvoir coupler ces deux informations-là, puisque ces deux informations vont être la quantité d'air qu'il va falloir ramener dans le bâtiment pour diluer ce CO2 et ces solvants, ces COV, comme on les appelle. Les COV sont des solvants, il va y en avoir de plusieurs types, mais il y en a qui vont être globalement cancérigènes dès leur apparition, et toutes les odeurs vont être des COV. Il va y avoir par exemple le formaldehyde et le benzène qui ont été dont on a pas mal parlé dans le décret pour les ERP. HAP aussi peut-être. Oui, bien sûr. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est ça, qui sont principalement les résidus de trafic. Et après, il y a le toluène, le benzène. On a une anecdote sur le benzène avec les fumeurs que je pourrais vous raconter également tout à l'heure. Voilà, mais du coup, les COV, c'est toute une famille de polluants et de solvants qui vont être générés par différentes sources et qui permettent d'avoir une information complémentaire pour piloter cet apport d'air neuf, ce renouvellement d'air. Pour les particules fines, c'est quelque chose qu'on a intégré très rapidement après avoir intégré ces solvants-là, justement pour pouvoir se rendre compte de l'impact de la pollution extérieure. Dans l'esprit des gens, il y a eu d'abord, on a commencé à se rendre compte qu'on polluait d'abord la planète, ensuite on s'est rendu compte que ça faisait des nasses autour des villes, donc on avait une pollution extérieure élevée, la pollution existait. On a souvent dit que dans les campagnes on n'avait pas de pollution. Voilà. On l'a entendu, alors qu'on l'a entendu au niveau beaucoup. Des pesticides et rien que les pollens par eux-mêmes, puisqu'on a des conseils qui disent n'étendez pas votre linge dehors ou secouez-le avant de le rentrer ou brossez-vous les cheveux quand vous rentrez le soir parce que on enlève les pollens pour pas qu'ils se déposent partout. Voilà, donc du coup nous ça nous a permis on a intégré cette mesure-là, sauf que les capteurs à l'époque était assez gros, donc du coup on a dû faire un produit séparé. Donc on avait 2 produits séparés pour la qualité de l'air basique avec température, humidité, CO2, COV pour le renouvellement d'air, et un capteur annexe pour les particules fines. Pourquoi c'est important de les mesurer dans le bâtiment? Puisque ça permet de se rendre compte de l'exposition qu'on a à la pollution extérieure quand on est dans le bâtiment, de vérifier aussi si on a un système de filtration en place au niveau de la ventilation qu'il fonctionne, puisqu'on sait bien que malheureusement dans tous les écosystèmes de ventilation, la maintenance c'est ce qui pêche le plus. On n'a pas toujours non plus des filtres dans la ventilation. Juste pour un petit rappel, la ventilation, il y en a 3 ordres. On a la ventilation mécanique contrôlée, celle qui se fait par extraction, et là il n'y a pas de filtre sur ces systèmes. On a la ventilation mécanique par l'insufflation, et là on filtre l'air qui rentre dans le logement, et par surpression on vient créer aussi ce balayage et cette évacuation des polluants et cette dilution qui est nécessaire. Et puis il y a les systèmes aussi de ventilation par double flux qui eux également, on va également filtrer à l'entrée, et puis on va aussi faire un échange thermique de récupération calorique qui va permettre de jouer aussi la partie, je dirais, de consommation énergétique, puisque ces systèmes sont quand même à fonctionner 24 heures sur 24, ils sont énergivores. C'est toute la notion que l'on va retrouver aussi dans la RE 2020, notamment à se dire on veut de la bonne ventilation, mais derrière il va pas falloir qu'on consomme de trop, puisque le bâtiment, dans nos objectifs carbone, dans nos objectifs consommation, doivent rester bas. Ça me fait plaisir que justement tu introduises l'efficacité énergétique dans le bâtiment, puisque la vraie mission qu'on s'est donnée, c'est de trouver l'équilibre entre la qualité de l'air des occupants
et jeter de l'argent par les fenêtres. Donc c'est vraiment l'équilibre entre la surventilation et la sous-ventilation. Donc voilà, sous-ventiler, on empoisonne et on enferme les gens dans des espaces confinés, et la surventilation, on jette de l'argent par les fenêtres. Donc c'est vraiment important, ça a été vraiment important et décisif pour nous de faire de la mesure en continu avec de la donnée minute sur ces 3 indicateurs-là, principalement pour la qualité de l'air, donc le CO2, les solvants, les particules fines. Mais on s'est rendu compte que c'était pas les seuls facteurs qui jouaient sur le corps humain, et c'est pour ça que dans nos nouvelles gammes de produits, on a intégré aussi, en plus de la température et l'humidité qui faisaient partie historiquement aussi des produits, la luminosité et le bruit, puisque du coup il y a la pollution lumineuse et la pollution sonore qu'on peut aussi avoir en environnement intérieur, et c'est d'autant plus important dans le tertiaire où on est là pour travailler dans de bonnes conditions sans que le bâtiment n'agisse néfastement sur nous, et ça permet du coup de calculer des impacts globaux en termes de santé, de productivité, donc, ce qui veut dire que le bâtiment doit être sain pour nous, doit prendre soin de nous, et j'aimerais aussi peut-être faire un petit focus sur un élément qui est assez important. On a de plus en plus de concentration de logements, on est en train de parler du zéro artificialisation nette dans les constructions, donc on voit bien que l'étalement urbain, il va falloir qu'à un moment donné où on voit ce qui va se passer, c'est qu'il va être contraint et il va plus pouvoir s'étaler autant qu'il le faisait, donc ce qui veut dire qu'on va continuer à construire ou à rénover, mais ça va être près de routes, près d'axes passants ou près d'axes où il va y avoir de la pollution. Et là, une vraie nécessité apparaît, hein, ça paraît être une évidence, mais elle apparaît en disant, il va falloir qu'on choisisse l'endroit où on fait rentrer l'air dans notre logement, hein, donc des points particuliers qui soient les moins exposés possibles, et également on va en profiter, on en parlait tout à l'heure, vous disiez sur la luminosité, mais on est aussi sur le bruit. Si on choisit bien l'endroit où on prend l'air, on va peut-être éviter aussi de faire rentrer du bruit par ces C'est bien ça, et on sait qu'un des problèmes de l'ouverture de fenêtres, c'est la perte calorifique que ça amène, puisque on ouvre en grand et effectivement toute la chaleur du logement ou du bâti s'échappe, et on fait rentrer aussi la pollution. Donc c'est pour ça que l'aération manuelle, quand on n'a pas d'autre choix, c'est très bien, il faut quand même le faire un minimum, mais on se rend compte qu'il y a des limites. Elle est clairement nécessaire, mais elle a aussi ses limites énergétiques, et avec la pollution la pollution extérieure et la pollution sonore. On l'a vu avec les épisodes il y a quelques temps, notamment les températures ont été très basses. La problématique du gaz, évidemment, dans les chauffages de nos logements, avec l'actualité, bien entendu, et ça, il y a énormément de personnes qui commencent à se retourner ou tourner vers le bois, mais le bois en rallumant des cheminées, pas forcément des inserts, et notamment le froid, il y a quelques temps, a fait qu'on a mis aussi des brûlots, ou plutôt je dirais des sources de chaleur qui ont été directement lourdes dans les vignes, au sein des arbres fruitiers, et là on a envoyé dans l'air énormément de quantités de particules. Ah oui, et ça, les personnes qui ont du mal à respirer, grosse pensée pour eux, mais surtout à un moment donné, on va les retrouver, ces particules-là, automatiquement dans nos logements, et la réflexion se pose de se dire peut-être filtrer l'air juste avant qu'il rentre dans le logement, et après créer la dilution pour qu'on y soit mieux dedans. Bien évidemment, bien évidemment. Et ce lien entre qualité de l'air et efficacité énergétique, il est vraiment symbiotique. C'est vraiment important de se rendre compte de cet aspect-là, puisque c'est un des grands oubliés, par exemple de la RT 2012 dans le bâtiment, où on a vraiment fait la course à l'isolation. C'est génial, il faut isoler les logements, il faut contrôler son énergie, mais il faut se rendre compte que plus on transforme un bâtiment en sous-marin, plus il y a des risques de se retrouver avec une mauvaise qualité de l'air ou avec un espace très confiné. Et si on n'y regarde pas tout ce qui s'y passe, donc avec une image la plus large possible, on va forcément oublier un élément ou une partie, et tous les choix qu'on va faire en termes de ventilation ou de renouvellement d'air vont être des choix qui vont être potentiellement biaisés ou dangereux. Donc c'est pour ça que nous, on prône vraiment la mesure dans le bâtiment et d'adapter la ventilation sur la réalité. Alors, ce qui veut dire que dans la pratique, l'appareil qui est lié avec une application va piloter, elle aussi, je dirais, les matériels derrière pour accélérer peut-être les débits, pour être en adaptation, je dirais, aux justes besoins finalement. Exactement. Ce qu'on est en train de rechercher. On ne veut pas aller faire à outrance d'un côté ou de l'autre. On sait que d'exagérer d'un côté comme de l'autre, c'est jamais très bon, mais on veut vraiment être au plus près pour faire au mieux.
Voilà, exactement. Ventiler quand il n'y a personne, ça ne sert à rien. Et ventiler quand il y a une personne et quand il y en a 15 dans la pièce, ça ne va pas être le même besoin. Donc c'est vraiment adapter la ventilation et la dépense énergétique aux besoins des humains dans le bâtiment. Ça, c'est vraiment la volonté qu'on a dans le secteur et à quoi peuvent servir nos produits. Justement, il y a 3 niveaux d'action qu'on peut mettre en place à partir des produits, à partir d'une information. Parce qu'au final, on va créer une information à partir d'une mesure environnementale. Donc, cette information-là, elle va se représenter, il va y avoir un indicateur visuel sur les produits, potentiellement, qui peut être désactivé si c'est pas voulu. Donc, ça va permettre de se rendre compte de la qualité de l'air et de pouvoir agir directement, typiquement. Si on n'a pas de système de ventilation, aller ouvrir les fenêtres, donc faire une action manuelle pour améliorer la qualité de l'air et voir directement l'action que ça a. Donc typiquement, on a demandé aux écoles d'ouvrir les fenêtres pendant la pandémie, mais combien de temps pour voilà. Dans les écoles qui pouvaient, voilà, c'est ça, celles qui pouvaient. Arriver aux étages, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Exactement. Donc voilà, on ouvre, on ventile manuellement, on se rend compte directement de l'impact. Une fois qu'on est revenu en zone verte entre guillemets, on peut refermer et profiter de son bâtiment le plus sainement possible. Il y a un deuxième niveau qui va être un niveau d'action direct. On va pouvoir avoir des sorties analogiques sur les produits pour aller piloter des moteurs, donc des moteurs de registre de ventilation directement de la ventilation globale. Typiquement sur une maison où il va y avoir qu'un seul bloc de ventilation, on va pouvoir le piloter en direct à partir de plusieurs pièces. Donc ça va être une boucle d'action locale et automatique à la minute. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on va avoir un niveau de qualité de l'air qui va être maintenu. Ensuite, sur des bâtiments un petit peu plus complexes ou qui peuvent avoir des systèmes de ventilation un petit peu plus poussés, là, on va être capable de s'interfacer avec la plupart des protocoles domotiques et d'objets connectés du marché pour pouvoir s'intégrer à l'intelligence du bâtiment. C'est-à-dire un petit ordinateur qui va être capable de piloter la ventilation, le chauffage, la climatisation à partir des informations fournies. À l'heure actuelle, il y a quand même plus de facilité qu'il y a quelques années pour avoir les appairages des matériels les uns avec les autres. Est-ce qu'on rencontre des vraies difficultés de se dire tiens, j'ai un système qui ne pourra pas marcher avec un autre? C'est quand même beaucoup plus ouvert maintenant? Alors, il y a beaucoup plus de systèmes qui sont ouverts. Avec le cloud, on a pas mal gagné. Le problème, c'est de garder quand même une certaine résilience dans le bâtiment. C'est-à-dire que si ma connexion tombe ou si mon appareil n'a plus de pile ou autre, il ne faut pas que la ventilation se coupe et qu'on s'étouffe. Donc, il y a un certain niveau de résilience à garder. Il y a quelques obligations de la loi de 82 quand même. Voilà. Il y a quelques minimums à avoir dans le bâtiment. Mais globalement, l'interopérabilité a été extrêmement facilitée. Et on trouve plein de petites box domotiques. On peut même faire un peu de do-it-yourself à la maison. Il y a de plus en plus de protocoles qui vont être ouverts. Et après, quand on fait uniquement de l'information et qu'on ne fait pas forcément de remédiation, pour pouvoir adapter, par exemple, les systèmes de réglage, parce qu'on n'est pas obligé de contrôler en direct, on peut regarder les informations avec un peu de recul et savoir comment adapter les réglages du bâtiment. Mais tout ça, ça présage que nos bâtiments vont bien s'occuper de nous dans les années qui viennent. On peut l'espérer. On peut l'espérer. On va faire plus que l'espérer. On va œuvrer, hein, chères auditrices, chers auditeurs qui faites de la rénovation, qui faites des bâtiments neufs, quels qu'ils soient. Hein, surtout, comme la RSE, hein, n'hésitez pas. Et ça fait partie vraiment des sujets à ne pas passer à côté. Il est lié, on le répète. C'est quelque chose que j'aime moins bien aussi voir, à prendre en compte. Vous avez parlé du bruit, vous avez parlé de la luminosité, vous avez parlé de la chaleur, de l'humidité. On parle de la qualité de l'air, on parle également du bâtiment en lui-même, que tout ça soit en parfait ou en meilleur équilibre, parce que le parfait équilibre c'est difficile peut-être à atteindre, mais sachez que c'est comme la vie c'est une diversité et un équilibre, et on est aussi dans celle-ci. Vous aviez une petite anecdote? Oui, bien sûr. Et on terminera sur ce mot. Vous avez très bien fait d'y revenir. Lors d'un projet européen qu'on a eu l'occasion de faire avec la structure, on est allé chercher l'identification dans des niveaux extrêmement bas de COV très spécifiques. Donc, on est allé faire la chasse aux solvants indétectables, entre guillemets, si on peut dire ça. Donc, c'était un gros projet européen avec plusieurs structures. Et il y avait une phase d'expérimentation. Donc, on a fait des mesures dans des bâtiments. Donc, là, il s'agissait de bureaux. Et au bout d'un moment, on ne comprenait pas. On avait 20-25 minutes de pic par jour de benzène, qui est un polluant quand même assez cancérigène, et qu'on
qu'on ne retrouve pas normalement dans ces espaces-là ou pas à ces niveaux-là. Et c'était vraiment, on le voyait sur les courbes, c'était impressionnant. Et on comprenait pas. On est allé voir sur site au final plusieurs fois et on s'est rendu compte qu'il y avait une des secrétaires dans le bureau qui était une fumeuse, qui faisait sa pause cigarette, qui en fait revenait dans les locaux et pendant un quart d'heure, 20 minutes, résorbait du benzène. C'est-à-dire qu'elle ne fumait pas, mais voilà, c'est ce qu'elle avait transporté. Le fait d'avoir fumé pendant un certain temps, elle allait résorber des solvants, dont le benzène, en assez haute quantité par rapport à ce qu'on peut retrouver dans un bâtiment. Donc typiquement, quand on sent un fumeur rentrer de la pause, c'est bien qu'il y a des raisons. Alors, il y a aussi quelques études qui avaient été faites, un test notamment, qui est important de retenir, hein, juste par rapport à la cigarette. Quand on dit « oh, je fume pas chez moi, je ramène pas la cigarette », effectivement là c'est la preuve qu'on le ramène dans nos vêtements, nos cheveux également. Il faut savoir qu'une cigarette, si on est dans un bâtiment où il n'y a jamais eu de cigarette qui a été allumée, on en allume une et on retrouve les traces de la pollution de la cigarette 2 voire 3 mois plus tard, alors qu'il n'y en aura eu qu'une. Vous voyez, donc un petit geste de ne pas fumer nous amène à être très bien pendant 3 mois. Peut-être une réflexion à faire sur des choses qu'il ne faut pas faire plutôt que celles qu'il faut faire. Voilà, ça va dans le bon sens dans tous les cas. Le bon sens, évidemment, avec NanoSense, hein, votre site internet ? Donc nano-sens.com, SENSE. Voilà, vous pouvez nous trouver un petit peu partout, voilà, et notamment sur LinkedIn. N'hésitez pas, également. chers auditrices, chers auditeurs qui faites des constructions ou des rénovations, pensez à ces appairages, je dirais, de matériel qui vont nous permettre de piloter au plus juste, au mieux, et ça va aller dans le sens évidemment de la consommation énergétique, mais aussi dans le sens de notre santé. Merci beaucoup Yann, merci vous êtes le à bienvenu à Nicolas. l'émission. C'est un plaisir de vous avoir reçu. On aurait pu rester encore là assez longtemps. Chères auditrices, chers auditeurs, pour ma part, je vous dis à la prochaine émission. Continuez, je dirais, de profiter du grand air dehors. C'est la saison. Et je vous dis donc à très bientôt. Et respirons tous bien ensemble. C'est élémentaire. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.